Bonjour à tous, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et aujourd'hui, on va commencer le neuvième cours de programmation C. On va avoir deux notions principales. Nous allons commencer par revisiter la notion de type scalaire et de type construit. On va parler également de l'opérateur sizeof, qui est très important dans ce contexte-là, que vous avez déjà utilisé. Et on va ensuite parler des opérateurs et des opérateurs bit à bit dans une deuxième partie de ce cours. Alors on commence par la notion de type. Alors, quelques généralités pour commencer. Donc on peut voir un type finalement comme un ensemble qui peut être fini ou infini de valeurs. Donc par exemple, si vous avez un type grand T ça peut être int, ça peut être char, ça peut être un type que vous avez défini vous-même, et bien dire qu'une variable x est de type grand T, et bien ça veut simplement dire que la valeur de x appartient à l'ensemble dénoté par t. Et on a, dans le langage C en tout cas, deux sortes de types. On a tout d'abord les types scalaires, qui sont les types qui sont prédéfinis dans le langage, comme par exemple le type int, le type char, le type float, et d'autres exemples sont également possibles. Et on a aussi les types composites, qui sont finalement des assemblages de types scalaires, ou récursivement d'autres types composites, par le biais, donc en utilisant des constructeurs sur les types comme struct, comme enum, ou comme tableau en fait. Donc ça vous permet de prendre des types existants, de les associer pour obtenir un type en quelque sorte plus gros qui les utilise. Voilà, donc là vous avez vraiment une description récursive de la notion d'un type. Et ce sont essentiellement les seules généralités à savoir au niveau des types dans un contexte très général. On va maintenant être un petit peu plus contextuel vis-à-vis du langage C. Et on va expliquer vraiment dans ce langage-là, j'insiste bien là-dessus, parce que dans d'autres langages, vous pouvez avoir des grosses différences qui sont faites en termes de gestion de type. En C, le type d'une variable, eh bien, ça indique comment interpréter la zone de la mémoire qui est attribuée à la variable, ainsi que la taille de cette zone, justement. Et donc en fait, un type renseigne sur une notion de taille qui peut être calculée avec l'opérateur sizeof. L'idée, c'est que vous allez prendre un type qui est un type scalaire ou un type qui est déjà que vous avez construit vous-même avec la notion d'opérateur sur les types, donc un type composite. Donc vous pouvez appeler sizeof dessus et le système va vous renvoyer la taille des valeurs du type en question, exprimée en octets. Donc vous pouvez utiliser sizeof avec int à l'intérieur. Alors, à noter que sizeof accepte aussi des valeurs à l'intérieur. C'est-à-dire vous pouvez faire sizeof d'un type, comme ici, ou sizeof d'une valeur. Alors ce qu'il faut retenir, et ça c'est très important, on n'utilisera jamais cette année de sizeof de valeur. Donc ça on va l'écrire, c'est très important. Interdit d'écrire sizeof de val. Ça c'est totalement interdit. On écrira plutôt, on utilise sizeof uniquement par sizeof d'un type. Donc très très important. Cette utilisation sizeof avec des valeurs à l'intérieur peut poser des problèmes difficiles à débugger. Donc nous, on n'utilisera jamais ce type de procédé. Certains d'entre vous ont déjà par exemple déclaré des tableaux. Donc si je vais à gauche ici, j'ai un tableau tab, vraiment pour illustrer ce fait d'interdire sizeof d'une valeur. Et vous avez par exemple fait des choses comme ça, donc tab égale int étoile, malloc sizeof int x 64, donc là c'est tout à fait cohérent, on a un tableau d'entier de 64, et certains veulent accéder à la taille du tableau, donc là je vais l'afficher par un %d, à l'aide de sizeof tab. Et là qu'est-ce qu'on obtient si on compile et qu'on exécute ça? Là vous obtenez 8 en fait, vous obtenez jamais 64 ici.
ni 64 fois size of int ou ce genre de choses-là. Parce qu'en fait, ce que vous obtenez comme résultat ici, c'est la taille d'un pointeur. Et la taille d'un pointeur sur un système de 64 bits, c'est 8. 8 x 8, 64. Donc là, je peux mettre une toute autre valeur. Hein, si vous voulez, vous allez obtenir exactement le même résultat. Donc on ne fera jamais du size of de valeur ici. En fait, cette ligne-là, elle est équivalente à ça. Parce que tab est de type int étoile. Et donc, il faut bien comprendre que entre la ligne 10 et la ligne 11, vous avez une équivalence. Voilà, 8 et 8 pour ce cas-là. Donc, voici quelques exemples ici. Donc là, on déclare une variable int, une variable caractère. Donc là, size of int 4. Size of t 4 aussi. Alors, bon, on a dit que c'était interdit d'utiliser des size of de variables ou de valeurs, mais on le fait quand même ici pour apprendre un peu les choses. Donc t tient bien sur 4 octets comme attendu, et 31 aussi, même si 31 pourrait tenir sur moins de 4 octets. Le 31 pourrait tenir sur 1 octet, hein, donc il n'y aurait pas de problème, mais le système va quand même voir 31 comme une valeur de type int. Maintenant, si vous faites size of char, vous obtenez bien 1. Char est un type qui tient sur 1 octet. Size of de c, ça vaut bien 1 parce que C a été déclaré comme étant char. Et par contre, exemple intéressant, size of de apostrophe A, donc du caractère A, eh bien ça vaut 4. Simplement parce que le système, il va traduire le caractère A en le code ASCII de A, donc ça vous connaissez, mais le code ASCII de A c'est un entier. Et donc comme c'est un entier, ça vaut, c'est de type int et ça tient sur 4 octets, exactement comme le 31 ici en fait. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, en plus de ce que je vous ai illustré à gauche, c'est l'une des raisons à droite pour lesquelles on ne fera jamais de size of de valeur, parce qu'en fait, vous voyez que vous avez des types qui ne correspondent pas à notre intuition. Donc ça, c'est l'une des raisons, il y en a bien d'autres, pour lesquelles on fera que du size of de type, et de toute façon, c'est parfaitement suffisant. Alors ce qu'il faut savoir aussi, hein, on l'a déjà dit, mais c'est que le type d'une variable est attribué à la déclaration de la variable, et on ne peut pas le modifier. Donc si vous voulez appliquer des opérateurs de coercition, les fameux, vous mettez ici entre parenthèses le nom du type, et vous mettez ici la variable ou la valeur préalable pour la convertir en type grand T, ben en fait, ça n'a pas d'action sur X, ça ne modifie pas X. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez ranger le résultat dans une nouvelle variable. Hein, donc là, vous êtes en train de convertir la valeur portée par X et la stocker dans Y, mais ça ne changera pas à X. Donc tout ça pour dire que le type n'est pas modifiable en C. Très bien, donc on passe maintenant à une revue des différents types scalaires du langage. Donc il y en a beaucoup en fait, hein, il y en a vraiment beaucoup, mais nous on va juste se concentrer sur les principaux. On va commencer par les types entiers. Donc à savoir qu'on est sur une machine 64 bits. Donc c'est évidemment dépendant de la taille de votre machine. La plupart des machines modernes admettent cette architecture-là, donc on va s'y tenir. Donc char tient sur 1 octet, short sur 2, in sur 4 et long et bien sur 8. Et vous avez des plages, donc la plage d'un type numérique, c'est exactement l'intervalle des valeurs que votre type vous permet de représenter. Voilà, donc ça c'est un calcul tout simple qui vous permet de retrouver ceci, sachant que les valeurs, quand elles sont potentiellement négatives, sont stockées selon la représentation en complément à 2, que vous êtes censé connaître et avoir revu un petit peu en télé. Alors il est également possible de précéder chaque type entier par le mot-clé unsigned, qui vous le transforme légèrement de sorte à ne vous autoriser que la représentation des entiers positifs. Donc de cette manière-là, vous pouvez certes plus coder d'entiers négatifs, mais par contre, vous accédez à finalement le double de valeurs positives. Donc par exemple, char, il va de 0 à 255, alors qu'il allait que de moins 128 à 127. Vous avez toujours 256 valeurs codables en tout, mais vous avez ici accès qu'au positif. Voilà, donc vous avez ce mot-clé-là que vous pouvez utiliser dans vos programmes quand vous êtes sûr de n'avoir besoin que de nombres positifs. Et ce qu'on dit ici, alors les avantages de ce procédé-là, de mettre des unsigned, c'est que ça vous permet effectivement de représenter des entiers plus grands et ça vous donne aussi un gain de lisibilité du programme, parce que vous, en tant que programmeur, quand vous allez voir le mot-clé unsigned,
vous allez savoir que vous n'avez que des positifs qui vont apparaître, et en tout cas qui sont importants pour votre application. Et ça donne donc des gains en termes de maintenance du programme. Alors, il y a juste un piège à ça. Il faut vraiment avoir en tête, il faut vraiment bien le comprendre. Ici, on a décidé de mettre unsigned int i parce qu'on a i qui est un compteur d'une boucle for, et on se dit que dans tous les cas, i est positif. Le raisonnement est vrai parce que i, on va dire que c'est un indice d'un tableau. Donc là, vous avez une action à faire pour i égale à 8 et i supérieur ou égal à 0. Vous avez un tableau de taille 9, mettons, et voilà, vous voulez le gérer comme ça. Bah, le problème, c'est qu'en fait, ces instructions-là vont provoquer une boucle infinie parce que si on réfléchit vraiment un petit peu plus en profondeur, ce qui va nous permettre de sortir de cette boucle for, c'est d'obtenir i qui remet en cause la condition de continuation. Et ça apparaît quand i devient égal un jour ou l'autre à -1. Seulement -1 n'est jamais atteint ici parce que i ne peut jamais être égal à -1 parce qu'il a été déclaré comme unsigned. Et donc là, vous allez avoir une boucle infinie. Donc faites attention à ça. Si vous aviez comme condition de continuation i supérieur ou égal à 1, par exemple, ça marcherait. Mais parce que la contradiction de la condition de continuation apparaîtrait quand i serait égal à 0, et i égale à 0 est une valeur atteignable. Donc attention à ce petit piège. Donc, moralité, utilisez les unsigned, mais en faisant vraiment attention à ce que vous faites, notamment quand les variables unsigned apparaissent dans des boucles. Alors ok, comment spécifier maintenant des constantes entières? Plusieurs façons de faire. Vous pouvez spécifier des constantes en base 10, hein, vous êtes tous habitués à ça. C'est vraiment la façon primitive de faire. En octal, c'est-à-dire en base 8, pourquoi pas? C'est pas très utilisé aujourd'hui, mais il faut savoir que ça existe. Alors pour ça, vous mettez un 0 avant votre nombre en octal. Donc ça veut dire que vous avez accès aux chiffres qui vont de 0 à 7. Vous êtes en base 8 en fait. Vous pouvez également mettre un signe moins pour convertir votre entier en négatif, suivant la convention en complément à 2. On peut également exprimer des valeurs en hexadécimal par le préfixe 0x. Vous avez dû voir des exercices dessus en TD, donc j'espère que ça, la base 16 ne vous pose pas de problème majeur. Et vous pouvez également spécifier des entiers par des caractères. Si j'écris par exemple entre apostrophes le caractère étoile, eh bien ceci est une expression qui a pour valeur le code ASCII d'étoile. Écrire par exemple apostrophe anti/n apostrophe, c'est une expression qui a pour valeur 10, parce que le code ASCII du retour chariot est égal à 10. Voilà, donc ça vous définit bien des constantes entières en particulier, même si en pratique on ne va jamais écrire 10 de cette manière-là, par anti/n, ce serait un petit peu crypté. Voilà, donc petite remarque au passage, j'ai vu encore que certains d'entre vous font des erreurs à ce niveau-là, qu'ils arrivent à corriger, mais ça vaut la peine d'en parler un peu pour gagner un petit peu de temps en TP. Certains confondent l'entier, par exemple, petit 1, donc 1 c'est vraiment l'entier 1, et l'entier 1 entre apostrophe. Ça en fait c'est le code ASCII du caractère 1, qui ne vaut pas du tout 1, mais qui vaut 49. Donc faites attention à ça, donc le raisonnement reste valable pour tous les chiffres entre 0 et 9. On arrive maintenant au type flottant. Donc ce sont les types qui vous permettent de représenter des nombres à virgule. Vous en avez 3 qui vous offrent des précisions de codage différentes. Float, double et long double. Donc vous avez des tailles qui sont de plus en plus grandes et des précisions, en tout cas des intervalles de représentation de plus en plus grands. Il existe un fichier d'entête qui mérite d'être connu, hein, donc il est important de regarder sa documentation, c'est float.h. Vous allez pouvoir accéder dans ce module-là à des diverses constantes et des fonctions sur les types flottants. Donc ça, c'est tout à fait autorisé de l'utiliser en TP dès que nécessaire. Alors il y a un petit piège pour les flottants, c'est que vous avez des représentations approchées des nombres en fait, et même des entiers. Donc vous allez voir ce qu'on veut dire par là. Ici, on déclare un float x
Voilà, donc là vous avez un nombre partie entière assez grande, virgule 0, et on l'affiche. Et là, il n'y a pas de problème, vous avez bien la bonne valeur qui est retrouvée. Je vous rappelle, %f pour afficher des flottants. Maintenant, ce qu'on décide de faire, c'est qu'on prend un entier un peu plus grand. Vous voyez, on a ajouté des zéros à l'intérieur ici. Donc c'est toujours un entier, hein, parce que sa partie décimale est nulle. Et donc on devrait, en tout cas on espère pouvoir le coder par un flottant de manière exacte. Et pourtant, quand vous affichez ce x, vous perdez le 1 ici. Ça veut dire que le système n'a pas réussi à vous coder cette valeur-là comme un flottant. Bah, simplement, en fait, c'est pas compliqué de voir que d'un point de vue théorique, là vous avez une plage qui est beaucoup plus étendue que la plage des int. Je vous rappelle que la plage des int, elle va beaucoup moins loin que 10 puissance 38, hein. Vous allez que jusqu'à 2 puissance 31, ce qui est largement moins grand. C'est de l'ordre de, éventuellement, si on veut faire une approximation grossière, c'est de l'ordre de 10 puissance 10, donc c'est largement plus petit. Là vous êtes à 10 puissance 38, et ça signifie qu'en fait vous avez beaucoup de trous dans l'intervalle, des valeurs qui ne sont pas représentables exactement, et donc qui vont être approximées uniquement. Voilà. Donc méfiez-vous des types flottants, c'est la moralité de cet exemple-là. Donc une solution partielle pour simplement avoir un programme qui utilise des flottants, mais sans avoir à gérer les inconvénients qui sont donnés par l'exemple précédent, et vous pouvez en trouver encore d'autres, hein, des inconvénients. Eh bien ça consiste à représenter en fait un nombre à virgule en le multipliant par 10 puissance k, en fixant un k pour toute votre application, de sorte que vous obteniez ici une valeur positive et entière. Alors positive, pardon, pas forcée, mais une valeur entière dans tous les cas. Vous voyez par exemple, si vous avez besoin de manipuler des nombres à 2 chiffres après la virgule, mettons pour une application qui gère, je sais pas moi, des comptes en banque. Alors peut-être qu'il faudra aller un peu plus loin après la virgule, mais juste pour simplifier, vous avez besoin que de 2 chiffres après la virgule. Bah, dans ce cas-là, au lieu de représenter 15 centimes, donc 0,15, par un nombre à virgule, vous allez simplement le représenter par 15. Vous multipliez tout par 100, par 10 puissance 2. Et 331,9, vous allez le représenter par 33 190. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Vous allez faire un décalage de cette manière-là pour gérer, vous changez l'unité en fait, hein. Vous n'allez plus être en euros, mais vous allez être en centimes, et tout devrait se passer raisonnablement. Voilà, donc pour terminer cette petite explication des flottants, donc les deux points négatifs des flottants eux-mêmes, c'est que vous avez qu'une représentation approchée des nombres, et vous avez aussi, et ça c'est un petit peu plus caché, des opérations arithmétiques, donc d'addition, de multiplication, etc., qui sont beaucoup moins efficaces que leurs analogues sur les entiers. Et donc pour cette raison, vous avez deux bonnes raisons qui vous orientent vers des solutions alternatives. Alors attention, la solution qu'on donne ici, elle n'est absolument pas parfaite, puisque ça présuppose de connaître à l'avance le nombre de chiffres à virgule qui vont vous intéresser. Ici, on le savait parce que vous avez k égale à 2, représentation de valeurs des sommes monétaires, donc ça reste assez gérable, mais en pratique, c'est difficile de savoir exactement combien de chiffres après la virgule vous avez besoin de manipuler. Donc ça n'est qu'une solution absolument partielle, hein, sinon ce serait la solution qui évincerait les flottants, et évidemment les flottants existent et ils ont des bonnes raisons d'exister. Mais cette année, si vous pouvez faire autrement, eh bien c'est mieux. Très bien, on va maintenant parler des opérations sur les types scalaires. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les valeurs d'un type scalaire, qu'elles soient entiers ou flottants, ça forme un ensemble totalement ordonné. Ça veut dire que si vous prenez deux valeurs au hasard, vous pouvez toujours les comparer, il y en a une qui est plus grande que l'autre. Alors ça, c'est un fait qui n'est pas forcément général, hein. Il y a des types, ou dans certains langages de programmation, si vous prenez deux valeurs au hasard d'un type donné, il n'y a rien qui vous dit que vous pourrez les comparer, l'une plus petite que l'autre, ou la deuxième plus petite que la première. En C, c'est le cas. Vous pouvez toujours les comparer. Vous avez des opérateurs relationnels pour réaliser cette tâche. Vous avez les opérateurs de test d'égalité, de différence, inférieur, supérieur, strictement supérieur. Vous pouvez aussi mélanger les comparaisons
des valeurs de type entier flottant, vous avez des conversions qui sont faites de manière implicite pour convertir des entiers vers des flottants avant d'effectuer la comparaison. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire des opérations de conversion vous-même. Maintenant, si on regarde des variables, et pas des valeurs ici, vraiment des variables d'un type scalaire, vous avez des opérateurs arithmétiques qui sont définis, qui vont agir dessus. Alors, sur des valeurs, vous avez le plus, le moins, la division, la multiplication. Et sur des variables, donc sur des left values, vous avez les opérateurs plus plus et moins moins, qui vous servent à additionner ou à retrancher exactement 1 à la valeur de la variable que vous êtes en train de regarder. Donc ça vous provoque un effet de bord qui est d'incrémenter ou de décrémenter la variable en question. Alors il y aura des choses à dire dessus, on y reviendra dans la deuxième partie du cours. On parlera des opérateurs bit à bit. Il y a des choses à dire sur plus plus et moins moins. Pour l'instant, vous savez juste que quand vous écrivez x plus plus, vous incrémentez la valeur de x, même quand vous écrivez plus plus x dans l'autre sens, hein, vous savez qu'il y a deux modes d'utilisation. Pour l'instant, on part du principe qu'il n'y a pas de différence. Vous allez voir qu'il y en a une petite. Et on arrive maintenant à la deuxième partie de ce chapitre sur les types construits. Alors, on commence par les types structurés. C'est le premier exemple de type construit. Alors, vous savez tous que pour déclarer un type structuré, vous allez utiliser la syntaxe type-def-struct avec une liste de types et des noms de champs, des identificateurs qui leur sont attribués. Vous avez ici le nom du type, et là vous avez un alias. Un alias qui vous permet, qui est facultatif, et vous permet de réaliser des types structurés récursifs, donc c'est-à-dire d'avoir un champ à l'intérieur qui soit du type, le type structuré que vous êtes en train de déclarer. On y reviendra plus tard, on va faire tout un autre chapitre sur les types structurés. Pour l'instant, on est juste en train de revoir les notions de manière un petit peu superficielle. On y reviendra, il y a beaucoup de choses à dire sur cet alias. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un type structuré, c'est un amalgame de types. Effectivement, vous allez créer un type en réunissant des valeurs de type précédent. Ici, vous avez par exemple le type couple. Vous avez deux valeurs de type int, deux champs de type int qui le constituent. Vous voyez que là, on n'a pas mis d'alias parce qu'il n'y en a pas besoin en fait. Ici, vous avez un type qui n'est pas récursif. Ok, donc si vous avez une variable d'un type structuré grand T, vous pouvez accéder à son champ ch par x.ch. Et si cette fois-ci, vous avez un pointeur vers une variable de type grand T structuré, pour accéder à ce champ ch, vous allez écrire donc le pointeur adrx flèche ch. Ça, vous savez tous que c'est un raccourci pour étoile adr, donc déréférenciation sur adrx.ch. Donc évidemment, en pratique, on préfère utiliser ceci, c'est beaucoup plus clair. Mais ça n'est rien d'autre que du sucre syntaxique qui vous permet de gagner un petit peu de temps lors de l'écriture du code, mais ça ne change absolument pas la sémantique de votre programme. Voilà, donc là vous avez des exemples de suites d'instructions qui sont équivalentes en vertu de justement ce sucre syntaxique. Alors comment comparer des valeurs d'un type structuré? Est-ce qu'on peut réaliser les mêmes opérations de comparaison que celles que nous avons vues sur les entiers? Alors ici la réponse elle est simple, les opérateurs relationnels ne sont pas définis sur les types structurés. Ça veut dire que vous ne pouvez pas tester l'égalité de deux variables d'un type structuré avec l'opérateur égal-égal. Donc le corollaire, c'est que vous ne pouvez pas non plus tester leur différence. Voilà, si vous essayez, vous allez avoir une erreur. Là, je ne l'ai pas écrit, mais vous pouvez très bien vous-même tester avec un programme. Vous déclarez un type structuré, vous essayez de comparer deux valeurs de ce type-là, vous allez avoir une erreur à la compilation. Par contre, ce qu'il est possible de faire entre des valeurs d'un type structuré, c'est de les affecter. L'opérateur d'affectation égale est compatible avec les types structurés. Alors on y reviendra aussi parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur les copies en profondeur et les copies en surface. Pour l'instant, on va juste donner un exemple assez simple. Là, vous avez un type personne dans lequel vous avez un nom, un prénom.
des chaînes de caractères de taille au plus 31. On a besoin d'une case pour l'anti/slash 0 et un âge. Donc ici, ce qu'on fait dans ce bout de code, c'est qu'on va lire un nom et un prénom. On affecte à P1 l'âge 30 et on affecte à P2 la valeur de P1. Et en fait, ici, vous avez une recopie vraiment de tous les champs de P2 dans les champs P1. Donc là, on va voir que comme vous avez des tableaux statiques, vous avez un comportement particulier qui n'est pas le même que celui dans lequel vous avez des tableaux dynamiques. Ce phénomène va être étudié plus loin, donc pour l'instant, j'en dis pas plus. On va faire tout un chapitre la semaine prochaine, très probablement, dans le cours qui va sortir mardi prochain, sur eh bien, ces notions, encore une fois, de copie en profondeur ou de copie en surface. Pour l'instant, sachez juste que l'opérateur d'égalité existe sur les types structurés. On arrive maintenant à une deuxième sorte de type amalgame, de type composite, ce sont les types énumérés. Alors on a déjà eu l'occasion de travailler avec des types énumérés en TP quand on voyait la notion de joueur, la notion de direction par exemple pour le serpent, nord, est, sud, ouest par exemple. Donc ici on va redonner des notions un petit peu plus précises. Un type énuméré, il se déclare comme ça, typedef enum, donc c'est ça le mot-clé pour les introduire. Là vous avez ce qu'on appelle des énumérateurs séparés par des virgules et non pas par des points-virgules. Et on a un nom pour tout notre type. Alors ici, la sémantique de ce type, je vous rappelle qu'un type peut être vu comme un ensemble d'objets, comme un espèce de grand sac d'objets qui peut être infini. Ici, nos objets qui sont dans ce sac, eh bien ce sont exactement les énumérateurs que l'on place ici. Ça veut dire que le type direction, il admet 4 valeurs possibles. Est, ouest, nord et sud. Un autre exemple ici, le type booléen, c'est un type qui contient 2 valeurs, faux et vrai, par exemple. Voilà, là vous les mettez explicitement ici. Donc là vous avez que des types finis évidemment, parce qu'on n'a qu'un nombre fini de lignes qu'on peut écrire, et qui sont dont les valeurs sont mentionnées par les énumérateurs que l'on fournit. Voici un autre exemple. Là vous avez les jours de la semaine, lundi jusqu'à dimanche, et là vous pouvez très bien afficher par un printf %d l'un des énumérateurs. Et là, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir un entier. Simplement parce qu'en fait, en interne, le système, il va simplement représenter vos énumérateurs par des entiers. C'est-à-dire que lundi, comme c'est le premier énumérateur cité, il aura comme valeur 0. Et ensuite, vous avez 1, 2, 3 jusqu'au dernier, nombre d'énumérateurs -1. Voilà, donc ici, vous avez mercredi qui en fait vaut 2. C'est-à-dire que mercredi est un alias pour 2 dans la suite de votre programme. Évidemment, ça n'est qu'une valeur droite. Vous ne pouvez jamais écrire, par exemple, mercredi égale à 9 pour changer la valeur de mercredi. Ça ne passerait pas. Ce n'est pas une left value, une valeur gauche. C'est juste une valeur droite, une right value. Vous pouvez juste lire la valeur de votre expression mercredi. Un autre exemple, ici, vous avez des notes de musique, mais vous souhaitez avoir des représentations internes un petit peu différentes. C'est-à-dire que vous ne voulez pas avoir une progression de 1 en 1 à chaque ligne, vous souhaitez avoir une progression arbitraire. Donc ici on décide de mettre là égale à 0, ci égale à 2. Donc là vous forcez par l'égalité la valeur de l'énumérateur à être ce que vous avez spécifié. Pour Do, on n'a rien spécifié, donc le système va remplacer Do par la précédente plus 1 valeur, donc Do ça va être 3, et ainsi de suite. Donc ici, en fait, on a voulu représenter une note par sa distance en demi-ton par rapport au La initial. Donc Mi est à distance de 7 demi-tons par rapport au La initial, donc voilà. Pas totalement arbitraire, mais en tout cas, vous pouvez toujours mettre des valeurs que vous souhaitez de cette manière-là. Alors évidemment, faites attention à ne pas mettre deux valeurs identiques, ou à pas revenir en arrière, c'est-à-dire que là si je mets mi égale à 4 par exemple, je vais avoir un problème parce que le fa il sera égal à 5 et le ré est déjà égal à 5 lui-même. Donc vous pouvez avoir des choses un petit peu fausses qui peuvent apparaître si vous ne faites pas attention. Donc là c'est à vous d'être vigilant là-dessus.
Un point qui est important en pratique à connaître, c'est que les types énumérés se manipulent bien avec des switches. Ah oui, parce que rappelez-vous, les switches admettent en entrée, en paramètres, des valeurs entières. Et on a expliqué qu'une valeur d'un type énuméré est également une valeur entière. Donc vous pouvez écrire des choses comme ça, donc c'est-à-dire que là vous allez déclarer une note. Là on va demander à l'utilisateur de saisir une note au clavier par l'entier qui la code. Alors attention, si l'utilisateur saisit 1, vous voyez que 1 n'est pas une note que l'on autorise ici. Et donc il peut y avoir potentiellement une erreur qui est capturée par le default du switch. Et donc là on décide d'afficher simplement, donc de faire des cases. Chaque clause de notre switch porte sur un entier qui est l'entier interne de votre valeur de type énuméré, et on décide d'afficher en notation anglo-saxonne la note de musique que vous êtes en train de considérer. Donc tout ça on l'a dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait vous avez une limitation dans le langage C concernant les types énumérés, c'est-à-dire que même si l'utilisateur, effectivement, comme j'ai expliqué, saisit une valeur qui n'est pas une note, il saisit par exemple 14. 14, a priori, c'est pas une note possible, parce que les notes, ce sont 0, 2, 3, 5, 7, 8 et 10. S'il saisit 14, il n'y aura pas d'erreur, c'est-à-dire que la variable qui est pourtant de type note peut quand même prendre 14 comme valeur. Et donc, même si vous avez un type ici qui a été dédié pour représenter des notes, si possible de la bonne façon, il n'y a rien qui empêche d'avoir des valeurs non autorisées dans une variable de type note. Donc tout ça pour dire que l'intérêt des types énumérés est sémantique. C'est pour augmenter un peu la valeur de votre programme sur le rôle des différentes variables qui le composent. Mais c'est pas une erreur à ce stade-là n'est pas capturée ni à la compilation ni à l'exécution a priori. En tout cas pas automatiquement. Donc c'est à vous en tant que programmeur de faire attention que le traitement se fasse bien. Donc ici on a fait attention, on a mis un default qui gère le cas où effectivement l'utilisateur saisit une valeur qui n'est pas une des 7 notes autorisées. Alors, évidemment, le deuxième corollaire au fait que les notes sont représentées par des entiers et qu'on peut les comparer, c'est-à-dire vous pouvez tester l'égalité et tester également si une note est plus petite qu'une autre. Effectivement, si est codé par un entier plus petit que l'entier code en ré. Donc vous pouvez faire ces tests-là. L'opérateur d'affectation marche également bien. Et l'opérateur de taille, le sizeof, il va renvoyer 4 sur, si vous faites sizeof de note. Pour rappel, note, c'est le nom du type, et je le rappelle vraiment, j'insiste encore là-dessus. On utilise sizeof uniquement avec sizeof de type. Très important ici. Donc si vous faites sizeof de note, vous obtenez 4, parce que c'est exactement sizeof de int, en vertu de ce qu'on a expliqué. Très bien, donc on va maintenant passer à la deuxième partie du cours, les opérateurs et les opérateurs bit à bit. Alors ce nouveau chapitre commence l'axe 3 sur les techniques avancées en C. Vous allez voir qu'on va aller un peu plus loin, on va être un peu plus précis sur ce qu'on va expliquer, et un peu plus pointu également. Alors quelques généralités sur les opérateurs du langage. Alors là on parle vraiment de manière très générale, ce qu'on est en train de dire ici peut s'appliquer à d'autres langages de programmation. Quand vous parlez d'un opérateur, on a des caractéristiques dites structurelles sur notre opérateur. La première caractéristique est son arité. C'est le nombre d'arguments qui l'admet. On parle dans ce contexte-là d'opérande. On parle plutôt d'arguments pour les fonctions et on parle d'opérande pour les opérateurs. Mais c'est pas une distinction qui est absolument hermétique, on pourra mélanger un peu les deux vocabulaires, donc il faut s'habituer à ça. Deuxième caractéristique, la précédence d'un opérateur. La précédence, eh bien, c'est la priorité de l'opérateur vis-à-vis des autres opérateurs. Savoir comment, dans une expression qui n'est pas parenthésée, comment on va réaliser les calculs en termes d'ordre.
sur nos différentes sous-expressions. Et dans le cas particulier où on a un opérateur dit binaire, ça veut dire qu'il est d'arité 2, il prend exactement 2 valeurs en entrée, on va préciser son sens d'associativité. Ça permet de savoir dans quel sens on va appliquer les simplifications. Je m'explique. Si vous avez un opérateur qu'on va appeler étoile, est un opérateur binaire, associatif à gauche, ça veut dire qu'une expression A étoile, B étoile, C étoile, D étoile, E par exemple, est comprise par le système, et donc par vous aussi en tant que programmeur, comme l'expression suivante. En fait, vous parenthésez comme ceci, hein, en partant de la gauche, et vous propagez les parenthèses vers la droite. Voilà. Et maintenant, si vous avez compris, je pense, si votre opérateur est associatif à droite, eh bien exactement la même expression, elle est comprise un peu différemment, elle est comprise en parenthésant de la droite vers la gauche. Là, on devine sans peine que l'on obtient cette réponse-là. Donc vous connaissez des opérateurs associatifs de la gauche vers la droite. La plupart des opérateurs le sont que vous pouvez rencontrer, mais il y a un opérateur que vous connaissez qui est l'exponentiation, l'opérateur de puissance, qui lui est implicitement associatif à droite. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais c'est l'une des exceptions. Là, je parle dans le langage mathématique parce qu'on sait, vous n'avez pas d'opérateur d'exponentiation. Hein. C'est juste pour vous donner un exemple général. Alors voici quelques exemples qui illustrent un peu les notions structurelles que l'on vient d'introduire, arité, précédence et associativité. Si vous prenez cette expression 3 fois 2 plus 1, eh bien vous savez que vous avez deux façons de l'évaluer, soit vous la parenthésez comme ça, soit comme ceci. Donc dans le premier cas, c'est une conséquence de l'hypothèse que étoile est prioritaire face au plus. Et dans la deuxième interprétation, celle-ci serait conséquence du fait que plus est prioritaire face à étoile. Bon, vous savez qu'en pratique, c'est la première qui est retenue parce que dans le langage C, dans le système d'opérateurs du C, l'étoile est prioritaire face au plus. Mais d'un point de vue mathématique, la question se pose de savoir laquelle de ces deux expressions serait retenue. Et si vous considérez cette expression-là, alors vous avez deux manières de l'évaluer, suivant ce qu'on vient de dire ici, si on a associativité à gauche ou à droite. Et on sait, c'est la première valeur qui est retenue. Donc ça, on n'a pas la même valeur ici, vous avez 4, moins 3, 1, moins 2, moins 1, moins 1, moins 2. Et dans le deuxième cas, vous avez 3, moins 1, 2, vous avez 2 ici. Donc des valeurs totalement différentes. Et la priorité, tout comme l'associativité, peut être précisée au système en plaçant des parenthèses. Donc c'est à vous, en tant que programmeur, de placer les bonnes parenthèses pour avoir la bonne associativité. Ou la bonne priorité. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en revue 4 différentes catégories d'opérateurs en C, les opérateurs d'accès, de calcul, d'affectation et des autres opérateurs qui ne rentrent pas dans cette catégorie. On va donner une liste d'opérateurs et donner quelques informations sur ces derniers. Alors tout d'abord, les opérateurs d'accès, on a des opérateurs de gestion de la mémoire. L'opérateur est commercial de référencement qui vous sert finalement à créer un pointeur vers la variable que vous êtes en train de regarder. Donc il prend effectivement un seul élément qui est une variable. Ici, quand vous avez un opérateur qui est d'arité 1, il n'y a pas de sens à se poser la question sur son associativité. Donc c'est pour cette raison qu'on va mettre ici un petit tiret. Vous avez l'opérateur de déréférencement, qui est donc un opérateur d'arité 1, l'étoile, qui vous sert à accéder en partant d'un pointeur à la valeur pointée. L'opérateur crochet pour accéder à un élément d'un tableau, donc lui c'est un opérateur d'arité 2. Associatif de gauche à droite, donc si vous écrivez, en fait, si vous avez un tableau à 2 dimensions,
que je vais écrire en statique à gauche ici. Donc là, vous avez ce tableau-là. Je vais l'appeler différemment parce qu'il y a déjà tab. Si vous écrivez ça, par exemple, bah ça, c'est exactement la même chose qu'écrire ceci, à cause de l'associativité de gauche à droite. Donc vous avez à gauche un pointeur et à droite un entier, pour accéder donc à la valeur souhaitée. On a également comme opérateur de gestion de la mémoire le point, qui nous sert à accéder à un champ d'une variable d'un type structuré, et de la même façon l'opérateur flèche, donc qui marche de la même façon. Donc vous lirez tranquillement la nature des opérandes à chaque fois. Il faut vraiment être vigilant là-dessus. Donc ça, ce sont les opérateurs d'accès de gestion de la mémoire, pour accéder en fait à une partie de la mémoire choisie. On a également des opérateurs de calcul. Les opérateurs arithmétiques en font partie, donc les opérateurs qui vous permettent de prendre des valeurs numériques, 2 en l'occurrence, et faire un calcul d'addition, soustraction, multiplication, division, avec l'associativité de gauche à droite. On a l'opérateur modulo qui lui marche que sur les entiers, hein, c'est tout à fait raisonnable. L'opérateur plus et moins unaire, donc qui vous permettent de changer le signe d'une valeur numérique. On a les opérateurs d'incrémentation et décrémentation que l'on a vu il y a quelques minutes et qu'on va repréciser dans quelques instants. Alors ils prennent une variable d'un type numérique. Voilà, donc ça peut être également un flottant, hein, ça marche aussi. Alors on va donner quelques informations sur le modulo, tout d'abord. Donc le modulo, vous savez tous, ça vous calcule le reste de la division euclidienne de son premier opérande par le second. Donc d'un point de vue mathématique, ça fait pas mal de repréciser un petit peu ça. Donc si vous avez A et B et 2 entiers, votre objectif c'est de calculer A modulo B. En fait, il faut savoir que vous pourrez toujours écrire A comme étant B fois Q plus R. R, eh bien effectivement, c'est le reste, compris entre 0 et B-1. Et Q est un entier, alors on appelle Q le quotient et R le reste, qui doit toujours être positif d'un point de vue mathématique. Seulement on sait, et vous avez tous testé ça dans les premiers TP, le modulo peut produire des valeurs négatives. Et ça peut arriver quand l'un des 2 opérands est négatif. Et dans ce cas-là, on a besoin de réimplanter nous-mêmes le vrai modulo. Ça, vous l'avez fait en TP. Ce que vous faites, c'est que vous calculez le modulo entre A et B. Et si ce modulo est strictement négatif, bah vous rajoutez B avant de le renvoyer. Donc là, vous allez avoir un modulo qui vérifie la définition donnée ici. Quelques mots sur les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation. Alors, on a la sémantique qu'on a bien expliquée tout à l'heure, hein, qui vous permet de faire plus 1 ou moins 1 sur la valeur de la variable que vous êtes en train de regarder. Et vous avez 2 modes de fonctionnement. Est-ce qu'on le met avant ou après la variable? Alors déjà, le premier cas, si on met le plus après la variable, on va incrémenter de 1 la variable A, donc ça c'est ce qu'on a bien compris. Mais en plus de cela, votre expression tout entière, c'est l'ancienne valeur de A. Alors on va faire un exemple avec un print ici. Ici, donc, je commence avec A, j'ai A qui égale à 10. Et là, je décide de faire un printf de l'expression A++. Là, je fais un printf de A. Et là, je refais un printf de A. Donc ici, c'est la valeur initiale. Ça, c'est la valeur de l'expression. Et ça, c'est la valeur finale. On compile ça, et là, vous voyez que vous avez donc valeur initiale, c'est 10, à cause de l'affectation. La valeur de l'expression, eh bien, c'est bien la valeur de petit a avant son incrémentation. Et la valeur finale, eh bien, c'est la valeur de a plus 1, donc 11. L'ancienne valeur de a plus 1. Alors maintenant, si vous regardez ce qui se passe, si je n'écris pas
A++, mais ++a à la place. On compile et on exécute. Vous allez voir que la valeur de l'expression est déjà égale à 11. Ça veut dire que l'expression est la valeur obtenue après l'incrémentation. Donc c'est la seule différence entre le ++ que vous mettez avant ou après. Donc essayez de retenir ça, vous avez l'incrémentation de la valeur directement et quand vous le mettez après, vous avez la valeur précédente. Donc voilà, vous pouvez écrire des choses comme ça. Encore un exemple pour illustrer ce qui se passe, mais je pense que l'exemple à gauche est peut-être plus simple et meilleur. Alors il y a quelques pièges d'utilisation des opérateurs ++. Il faut faire très attention à ça. Alors ici, on a des expressions qui ne sont pas évaluables. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de vous demander mais quelle est la valeur de l'expression, qu'est-ce qui est affecté à B finalement, ou à A ici, ou à A ici. Quelle est la valeur finale obtenue des variables après exécution de ces instructions-là? Ben, la réponse c'est qu'en fait on ne peut pas trancher parce qu'on n'a pas de bonne spécification de ces opérateurs-là lorsque vous avez en fait plus d'une modification d'une même variable dans une même expression. En fait, ici, vous avez cette expression-là, et vous modifiez A 2 fois ici. Là, vous avez une expression dans laquelle A est modifié 2 fois. Une fois par le ++ et une fois par l'affectation. Même chose ici. Donc la règle en C, c'est que quand vous avez dans une même expression plusieurs modifications d'une même variable, il se peut que suivant l'ordre dans lequel on fasse ces modifications, la valeur finale, l'effet final soit pas le même. Et quand c'est le cas, eh bien, le compilateur ne vous mettra pas de problème, mais nous, en tant que programmeur, on l'interdit. C'est absolument vital de pas laisser ce type d'erreur, parce que d'un compilateur à l'autre, vous pouvez avoir des choix d'évaluation de l'expression différents qui sont faits, et donc avoir des programmes qui ne marcheraient plus. Et ça, c'est absolument intolérable quand on programme, on veut que notre programme marche sur toutes les machines possibles. Pas toutes les machines dans lesquelles vous pouvez compiler votre projet de manière raisonnable. Très bien, donc on continue maintenant avec les opérateurs relationnels qui nous permettent de faire des comparaisons. Donc vous avez les opérateurs stricts, larges, qui prennent des valeurs numériques d'arité 2 et associatifs de gauche à droite. Donc je vous rappelle au passage que si vous écrivez par exemple en C A inférieur à B inférieur à C pour vérifier que petit b est compris entre A et C, alors en Python ça marche, en C ça marche pas parce que le C il va vous comprendre cette expression là de cette façon là. A inférieur à B et inférieur à C après, donc les parenthèses se mettent comme ça à cause de l'associativité à gauche. Et en fait, A inférieur à B, c'est une expression booléenne qui sera égale à 0 ou 1. Donc là, vous allez avoir 0 ou 1 inférieur ou égal à C, ce qui n'est absolument pas ce que vous souhaitez tester initialement. Donc faites attention, là, ce qu'il faut écrire, plutôt c'est ça. Évidemment, vous avez l'habitude, A inférieur à B et B inférieur à C. Donc ça, j'espère que ça n'est qu'un rappel. On a aussi l'opérateur de test d'égalité. Alors, ça marche pour des valeurs numériques, comme on a expliqué, et ça ne marche pas pour des types structurés, par exemple. Ça marche aussi pour des valeurs d'un type énuméré, parce que je vous rappelle que les valeurs énumérées sont aussi des entiers, comme on l'a vu il y a quelques minutes. Test de différence, qui rentre exactement dans cette catégorie. Voilà, donc je vous rappelle que ces opérateurs de comparaison forment des expressions booléennes qui s'évaluent en 1 quand la comparaison est vraie et 0 sinon. Alors, on va faire un petit retour sur la comparaison des pointeurs. Il y a un tout petit piège qu'il est important de mentionner. Ici, on a deux pointeurs vers des caractères, PTR1 et PTR2. On décide de faire en sorte que nos deux pointeurs pointent vers un même caractère de valeur petit a. Et là, on demande ici, est-ce que PTR1 est égal à PTR2? Alors ici, la réponse est oui, parce qu'ils pointent tous les deux vers la même valeur. Donc ça veut dire que la valeur, ils pointent tous les deux vers la même variable. Ça veut donc dire que les valeurs des pointeurs sont tous les deux égales à et commercial C, l'adresse de C.
Donc là, on a bien OK1 qui s'affiche. On pourrait aussi faire le test if étoile ptr1 égale à étoile ptr2. Ce test-là serait vrai aussi parce que cette égalité-là implique la deuxième, celle qu'on a dit avec les étoiles. A l'inverse, ce deuxième test-là n'est pas vrai parce que là, on est en train de tester si les adresses de nos pointeurs, donc les places mémoire dans lesquelles les pointeurs existent, si elles sont les mêmes. La réponse c'est forcément non parce que vous avez ptr1 et ptr2 qui sont deux variables différentes, qui vivent donc à des endroits différents en mémoire. Voilà, donc si ça c'est pas très clair, n'hésitez pas à me poser des questions, il faut absolument que ça le soit parce que ce sont des notions élémentaires de manipulation de pointeurs qui sont peut-être un petit peu confusantes les premières fois qu'on les voit, mais il faut impérativement que ce soit clair le plus tôt possible. Deuxième exemple, ici on a deux tableaux chacun de taille 2. On place des valeurs identiques 1 et 2 et 1 et 2 dans nos deux tableaux et on se demande est-ce que T1 est égal à T2. En fait ce qu'on fait ici c'est qu'on se demande si T1 et T2 pointent vers la même zone mémoire, exactement comme dans le premier test ici. La réponse c'est non parce que quand vous faites les déclarations des tableaux statiques, le système il va jamais faire en sorte que vos deux tableaux se chevauchent en mémoire. Et donc ça exclut forcément que les premières cases de nos tableaux soient les mêmes, soient aux mêmes adresses. Quand vous êtes en train de regarder la valeur de T1, ce que vous regardez c'est l'adresse de la première case du tableau de T1. Pareil pour T2. Et donc là vous avez forcément que T1 est différent de T2. Donc là vous avez que OK n'est pas affiché. Très bien, on arrive maintenant aux opérateurs logiques. Les opérateurs logiques vous servent à former des expressions booléennes, donc qui s'évaluent en 0 ou en 1. Donc là, petite révision, hein, le et le ou logique, le non logique, la négation. Voilà, ça on va assez vite, hein, il n'y a vraiment pas de difficulté. Si vous l'ignorez, c'est associatif aussi de la gauche vers la droite pour les deux premiers. Voilà, donc vous avez un parenthésage qui se fait de manière implicite. Il est important de connaître pour éviter les erreurs. Peuvent éventuellement arriver, bien qu'ici vous ayez des opérateurs qui sont quand même associatifs. Donc les erreurs à ce niveau-là seraient assez rares. Et on arrive maintenant au cœur de ce chapitre. Et c'est un point qui est très important puisque vous allez manipuler ces opérateurs dits bit à bit en TP cette semaine. Donc il y a pas mal de choses à dire. On va faire des exemples assez complets sur la notion dans la vingtaine de minutes qui nous reste à peu près. On a cette collection d'opérateurs bit à bit. Vous avez e-commercial simple, donc ça prend des valeurs entières. Je vais vous expliquer dans quelques instants exactement la sémantique de cet opérateur-là et des autres qu'on va introduire. On a l'opérateur ou bit à bit, l'opérateur XOR bit à bit. Vous voyez, ils admettent tous les trois les mêmes propriétés structurelles. On a la négation bit à bit, le non bit à bit qui s'appelle aussi le complément à 1, qui prend bien une seule valeur entière comme opérande. Et on a des opérateurs de décalage à gauche et à droite. On va élucider dans quelques instants. Alors, ces opérateurs-là, je vous conseille de prendre une feuille et un stylo et d'écrire au fur et à mesure les informations sur ces opérateurs-là. Vous allez gagner du temps par rapport au TP. Donc, copiez bien ces 6 opérateurs-là et leurs propriétés structurelles ainsi que les exemples qui vont suivre. Vous allez voir, il va être presque obligatoire de poser sur une feuille les différents exemples et exercices qui vont vous être soumis simplement pour bien les faire, parce que les notions ne sont pas si simples. Alors, comment marche tout d'abord le et bit à bit? Donc pour cet opérateur bit à bit, alors au passage, on ne dit pas opérateur binaire. Certains parlent d'opérateur binaire pour ces opérateurs bit à bit. Un opérateur binaire, c'est juste un opérateur d'arité 2, un opérateur qui prend 2 entrées. Donc ça voudrait dire que l'addition, que le modulo sont des opérateurs binaires, ce qui est vrai. Mais ce ne sont pas des opérateurs bit à bit. Un opérateur bit à bit, c'est un opérateur qui, comme on va le voir, se définit en regardant l'écriture binaire de nos entiers et qui vont faire des raisonnements directement dessus.
Donc ici, comment ça marche? Vous avez x et y qui sont des entiers. Alors ici, vous voyez que x et y tiennent sur 8 bits chacun. Donc ce sont des entiers déclarés par char, par exemple. Et on va créer x et commercial y en regardant de droite à gauche, par exemple, on décide d'un sens, les bits position par position, et on va leur attribuer un résultat suivant la règle qui va être expliquée. Si vous avez 1 et 0, vous mettez un 0. Si vous avez 0 et 1, vous mettez un 0. Si vous avez 0 et 0, un 0, et 1 et 1, on met un 1. Donc c'est un peu comme un et logique, sauf qu'on regarde sur les bits, en partant du principe qu'un bit à 1 c'est un vrai, et un bit à 0 ça code pour faux. On a une règle similaire pour le ou bit à bit, mais cette fois-ci, pour le ou bit à bit, c'est le ou logique qu'il faut considérer. Donc vous voyez ici, quand vous avez 1 et 0, vous avez un 1, 0 et 1, ça fait un 1, 1 et 1 fait un 1, et 0 et 0, c'est le seul qui va vous faire 0. Donc vous faites votre calcul comme ça, c'est-à-dire que si vous avez x et y dans cet état-là, votre expression x bar y aura cette valeur-là. Sera l'entier qui contient les bits de la gauche vers la droite dans cet état-là. Donc ceci étant dit, on a l'opérateur XOR également, c'est un opérateur important. Alors lui, en fait, il marche comme ça. Si vous avez 1 et 0, ça vaut 1. 0 et 1, ça vaut 1. Et les deux autres configurations valent 0. 0, 0 donne 0 et 1, 1 donne 0. En fait, si vous voulez, vous pouvez voir le XOR comme un test de différence. Quand vous avez deux bits différents en entrée, vous avez 1 dans le résultat. Et quand vous avez deux bits qui sont égaux, comme 0, 0 et 1 et 1, eh bien vous avez 0 qui apparaît. Donc le XOR est un espèce d'opérateur de différence. Et la négation, également appelé, comme on l'a dit tout à l'heure, le complémentaire à 1, eh bien marche simplement en inversant les bits. 1 passe à 0 et 0 passe à 1 pour tous les bits de votre entier. Ok, donc ça c'est pas très compliqué. Il y a donc entraînez-vous évidemment sur papier, faites d'autres exemples pour être bien certain d'avoir tout compris. Et il y a maintenant quelques subtilités. Déjà, la première c'est la notion de taille. Si vous avez que vos deux opérands x et y n'ont pas la même taille, c'est-à-dire qu'il y en a un par exemple c'est un char et l'autre c'est un int, eh bien on va compléter à gauche votre entier pour qu'il tienne sur la même taille que le plus grand, par des zéros si votre valeur est non signée, donc déclarée par unsigned ou bien positive, et on va compléter par des 1 si votre valeur est négative et signée. Ça permet de respecter le signe de votre entier, parce que je vous rappelle qu'en représentation en complément à 2, votre valeur est négative si et seulement si son bit de poids fort est égal à 1. Donc vous avez ce comportement-là qui apparaît. Donc c'est ce qu'on explique ici. Donc là, vous avez un exemple. Là, on va considérer un short, 16 bits, 2 octets, et un char ici. Le char est égal à 10, donc vous voyez là, vous avez bien la représentation binaire de 10, 1, 0, 1, 0, et que des 0 ici. Donc là, vous complétez par des 0 parce que vous avez quand même un char qui doit tenir sur 8 bits. Et là, comme on cherche à calculer cette nouvelle expression-là, eh bien, on a besoin d'étendre notre valeur sur 16 bits. Et là, vous allez mettre que des 0 parce qu'on rentre dans le premier cas de figure. On a un nombre positif. Donc vous pouvez faire le calcul et l'exploiter après. Ici, dans le deuxième exemple, vous avez y qui est un nombre négatif, qui tient sur un char. Donc y, si vous voulez, il est égal à ceci sur un octet, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Et comme y est négatif, sa complétion va faire apparaître des 1. Et on obtient donc ce résultat-là. Ils vont s'associer avec les 0 de 5 du short qui tient bien sur 16 bits d'entrée de jeu. À présent, les décalages bit à bit. Alors, si x est non signé, c'est-à-dire qu'il a été déclaré avec unsigned, donc on a vu ça dans la première partie du cours, quand vous faites un décalage à gauche, eh bien, vous allez décaler votre écriture binaire de x
Simplement ici on a mis 3, donc de 3 pas vers la gauche, en mettant des zéros dans chaque case qui apparaît par ce décalage. Vous voyez ici, donc vous avez ce 1 qui est là, et donc celui-ci, qui a bien été décalé de 3 cases, 1, 2, 3, le 0 qui est ici et ce 0 là, et ainsi de suite. Et là, vous mettez des zéros tout à droite, par convention. Le décalage dans l'autre sens, le décalage à droite, vous voyez ici, vous avez l'opérateur qui pointe vers la droite, se fait de la même façon. Quand x est non signé, vous allez décaler donc le 0 ici et se place ici, donc de 3 cases, le 1 ici est décalé de 3 pas, il est là, et on insère des zéros. Donc on a cette réponse-là. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand x est signé, qu'il a été déclaré sans unsigned, alors le décalage à gauche, lui, ça ne change pas. Vous insérez toujours des zéros. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Par contre, le décalage à droite, il va répéter le bit de poids fort. C'est-à-dire que là, vous avez un bit de poids fort qui est à 0. Donc ça veut dire que les bits qu'on va insérer pour le décalage vont être des zéros. Oui, là, vous avez ce 0 qui est bien placé ici. Mais là, vous mettez des zéros parce que vous avez un 0 à ce niveau-là. Vous voyez ici un autre exemple. Donc là, vous avez le décalage à gauche d'une valeur négative. Donc là, ça ne change rien. Vous mettez toujours des zéros. Par contre, le décalage à droite de cette valeur négative, je sais qu'elle est négative parce qu'on a un 1 en bit de poids fort. C'est ce qu'on avait écrit. C'est ce qu'on avait écrit ici, en fait, tout à l'heure. Donc quand on fait un décalage à droite d'une valeur négative, vous allez simplement recopier le 1 qui caractérisait ce signe négatif à ce stade-là. Vous voyez ici, vous avez un 0, donc vous mettez des 0. Là, vous avez un 1, vous mettez des 1. Donc ça, c'est vrai pour le décalage à droite. Pour le décalage à gauche, vous mettez toujours des 0 quoi qu'il arrive. Donc essayez de bien retenir ça. Dessinez sur votre feuille bien ces explications pour les retenir proprement, c'est très important. Et on va terminer ce cours par 2 exemples. Le premier consiste à représenter des ensembles finis avec les opérateurs bit à bit. Donc c'est un exemple vraiment très élémentaire. Je vous laisse le travailler attentivement parce qu'il est vraiment primordial. Vous avez un ensemble grand E à 32 éléments potentiellement. Voilà, vous avez tous programmé le problème du sac à dos, vous avez 32 objets possibles, ou le monnayeur si vous préférez, et finalement un problème totalement similaire. Vous avez un ensemble avec 32 éléments et vous, votre objectif, c'est de coder un sous-ensemble de grand E. Vous avez un jeu de pièces, 1 euro, 2 euros, etc. Et vous voulez coder la présence ou l'absence de chaque type de pièce dans votre porte-monnaie. On va pouvoir coder cette présence-là par un nombre de 32 bits dans lequel le IM-bit va coder la présence par un 1 ou l'absence par un 0 de l'élément EI dans le sous-ensemble S de grand E. Tout simplement. Donc si vous prenez par exemple cette suite de 32 bits là, cette suite de 32 bits elle va coder ce sous-ensemble-ci. Pourquoi? Parce que comme vous avez un 1 pour le bit d'indice 0 ici, ça veut dire que E0 est présent. Là vous avez un 0 pour le bit d'indice 1, donc ça veut dire qu'il n'y a pas E1 ici, effectivement il n'y a pas E1 dans notre ensemble. On a un bit à 1 pour E2, ça veut dire que E2 apparaît ici. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez bien coder tous les sous-ensembles de grand E de cette façon-là. Donc là c'est déjà un codage très compact, vous voyez, pour représenter un sous-ensemble d'un ensemble à 32 éléments, vous avez un codage sous-ensemble par un entier. Ça c'est plutôt pratique. Mais ce qui est encore plus pratique, c'est qu'on va pouvoir coder les opérations ensemblistes que vous connaissez bien, comme l'union, l'intersection, par le biais des opérateurs bit à bit de manière très efficace. Voici un exemple. On commence par faire les choses proprement. On déclare un nouveau type pour représenter nos sous-ensembles. Unsigned int. Alors on met du unsigned pour ne pas avoir de problème de décalage à droite qui ferait apparaître des 1 comme on l'a expliqué tout à l'heure. Ici tout est unsigned, donc il y aura toujours des 0 qui vont apparaître dans les décalages à droite. Maintenant pour tester si EI appartient à S, ce qu'on va faire c'est qu'on va accéder
au IM bit de S de la façon suivante. Vous prenez S et on va faire un A bit à bit avec cette expression-là. Cette expression-là, c'est 1 décalé à gauche de I cases. Donc je vais vous faire un exemple. Si vous considérez 1 décalé à gauche de 4 cases, qu'est-ce que c'est? Alors tout d'abord 1, cette valeur-là en machine, ça correspond à cette suite de bits. Alors là, je vais prendre 8 bits pour être un tout petit peu plus concis, mais c'est vraiment cette idée-là. Donc 1, il tient sur cette suite de bits. Maintenant, je décale 1 de 4 cases à gauche. Vous obtenez en fait que le 1, il apparaîtra donc ici. Donc 1, 2, 3, 4. Donc j'ai cette expression-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette expression 1 décalée à gauche de 4 et bit à bit par rapport à S. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez S. S, ça va être égal, je sais pas moi, je donne un nombre totalement au hasard. Vous avez ceci. Quand vous faites un A bit à bit avec cette expression-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc... Le système, en tout cas, va faire comme ça. En interne, il va aligner ces deux suites de bits et il va calculer leur A bit à bit. Donc on va le faire ici à la main. Donc 0, 0, 0. Là, il y a un 1. Vous voyez bien que là, c'est le 1 qu'on a aligné du 1 décalé à gauche de 4 avec le 1 de S qui existait et des 0 partout. Donc là, il obtient une expression qui est différente de 0. Ça, c'est bien différent de 0. Et c'est ce qui va être renvoyé par notre fonction. Donc là, notre fonction va vous renvoyer une valeur différente de 0 qui s'évalue comme une expression booléenne à vrai. Et ça veut bien dire que l'élément en IM position de notre ensemble existe bien. Tandis que si j'avais demandé la même chose avec S, avec un 0 ici, donc là ça veut dire que l'élément indice E indice 4 n'existe pas dans S, dans ce cas-là on aurait eu 0 ici. Vous voyez bien? Et ça aurait été égal à 0, ce qui serait interprété comme faux en termes booléens. Et c'est exactement ce qui serait attendu. Donc ça va bien retenir ce petit procédé-là. Là, vous créez votre masque, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle un masque. C'est une suite de bits avec un 1 unique quelque part. Vous l'associez avec un i commercial et ça vous permet d'accéder à grand S, au bit de S en question. Voilà, donc on va aller un peu plus vite. Vous pouvez aussi vous coder la notion d'union et d'intersection de manière absolument assez esthétique. Vous voyez ici que l'union de deux ensembles, c'est S1 ou bit à bit S2. Et l'intersection de deux ensembles, c'est S1 et commercial S2. Donc S1 et bit à bit S2. Donc ça, si vous prenez une feuille et un stylo, vous allez vous apercevoir que tout marche bien, puisque la table de vérité, la table d'opération en fait, de ces deux opérations-là, ou et, se traduisent exactement, permettent de retrouver en fait la définition de l'union et de l'intersection mathématique des ensembles. Ok, dans les quelques minutes qui restent, on va donner une fonction pour compter le nombre de bits à 1 d'une suite de bits. Par exemple, si je vous donne cette suite de bits là, comme résultat, je dois avoir 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je vais avoir une fonction qui va compter le nombre de bits à 1 d'une suite d'entiers. Alors ici, pour des raisons techniques et pour vous préparer par rapport au TP, donc ça c'est très important, notez-le, on regarde ici des entiers de 64 bits. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va coder des échiquiers qui ont 64 cases dans le TP, donc là c'est l'occasion de voir ce type qui se déclare par typedef unsigned long long, et là vous l'appelez mot64. Alors ce type peut provoquer des warnings à la compilation, c'est pas grave, là on les autorisera. Donc ici, la première méthode, qui est l'une des plus intéressantes, en fait on va juste parler de celle-là aujourd'hui,
ça consiste à attraper le bit de poids faible et à le pousser à droite à chaque tour de boucle et à renvoyer le nombre de bits attrapés égaux à 1. Vous allez comprendre ce qu'on va faire. Donc voici l'idée. Juste sur un exemple, on va déplier ça. Alors je vais prendre un entier plus petit. Je vais prendre x, non pas de taille 64 bits, mais on va le prendre de taille, voilà, de taille 6 bits. Ce qu'on va faire, par cette expression-là, vous voyez, là on fait 64 tours de boucle. Là on est en train de faire x et 1 égale à 1. Donc en fait là vous êtes en train de faire x, je vais le recopier ici. Donc x c'est exactement ça. 1, bah c'est juste ça, on est bien d'accord, hein, c'est la suite de bits avec des 0 partout sauf un 1 ici. Et quand je considère le et commercial de ces deux valeurs-là, bah là j'obtiens des 0 partout. Et ça, qu'est-ce que j'ai détecté ici? Eh bien j'ai détecté que le bit de poids faible de x n'est pas un 1. Et donc là j'incrémente pas mon res qui va contenir au fur et à mesure le nombre de bits rencontrés à 1. Bon bah là c'est pas fini parce que là j'ai juste regardé le bit, celui-ci de x. Maintenant je dois accéder aux autres bits. Alors pour ce faire en fait on va décaler x à droite d'une case, bah, simplement pour pouvoir le préparer pour que ce soit ce deuxième bit là qui soit le prochain regardé. Donc le prochain observé. Donc ici je vais écrire x décalé de 1 vers la droite. Donc on obtient, on va reprendre x et cette suite de bits là. Donc quand on décale de 1 vers la droite, ce 0 s'enlève et on complète par un 0 ici. On complète par un 0 parce qu'on est unsigned. Donc on ne recopie pas le bit de signe. Donc on obtient ceci, et là si vous faites le même procédé que précédemment, donc là vous prenez ceci, vous prenez le 1 qui est ici, donc là ce que je fais c'est que je prépare ce test là, on fait le et bit à bit entre ces chaînes là, bah là on obtient bien 1 ici qui reste. Et donc ce test est vrai, et je mentionne dans res bah, qu'on a rencontré un bit à 1. Et ainsi de suite. Vous allez faire 64 tours de boucle et vous allez bien obtenir la bonne réponse. Donc implanter cette fonction vous-même, elle est vraiment importante à voir. Alors il faut savoir qu'il y a d'autres méthodes qu'on ne verra pas ici, je vous donnerai les diapos quand même. Il y a des méthodes beaucoup plus malignes qui demandent de faire un nombre de tours de boucle qui est bien inférieur à 64 dans la majorité des cas. Une façon de faire qui demande encore moins de tours de boucle, et une façon de faire qui demande 0 tour de boucle. Donc je vous invite à les regarder, c'est assez formateur, mais on ne va pas le voir aujourd'hui, hein. Je vous laisse faire ça chez vous. Voilà, donc vous avez des façons avec des précalculs dans des tables, et des façons totalement incroyables qui marchent et qui sont très rapides. Voilà, donc ça je vous demande surtout pas de comprendre cette méthode-là, elle est assez complexe. Et après ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un peu de benchmarking, c'est-à-dire voir si dans quelle mesure les différentes méthodes sont efficaces. Donc celle que je vous ai montrée là, évidemment, c'est la plus lente, mais c'est la plus simple à comprendre. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon travail à tous. Reprenez bien ce cours, faites des pauses dans la vidéo, prenez des notes, c'est très important. Et à la semaine prochaine.